Bonjour et bienvenue à cette troisième séance. Je m'appelle Nicolina Binet, je serai votre accompagnatrice. Je me présente, je suis directrice de projet Enveloppe chez Builders & Partners, groupe Vertical C, que vous connaissez sûrement pour plusieurs métiers de la construction et les bureaux d'études pluridisciplinaires. Depuis sa création, l'approche de notre groupe s'oriente vers l'impact environnemental, ce qui est dans l'ADN à soi-même. Notre pôle façade se développe conjointement avec les pôles énergie, environnement et BIM, dans le but d'optimiser les performances des bâtiments. Aujourd'hui, la thématique forte est l'urgence climatique et la ville de demain. Quelle est la place du secteur immobilier dans cette véritable course contre la montre? L'industrie du bâtiment en France, c'est une des plus polluantes avec 45% des consommations énergétiques et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Elle est en même temps une des industries les plus importantes. Donc son impact dans l'économie, l'emploi et l'environnement n'est pas négligeable. Heureusement, comme nous avons pu le voir, il existe aujourd'hui une mobilisation croissante et un intérêt global dans le secteur immobilier. En tant que professionnels du bâtiment, nous avons tous un rôle important à jouer face aux enjeux du développement durable. D'une part, en se renseignant et en se formant sur les nouvelles techniques et les nouvelles opportunités qui nous sont offertes dans la conception et dans la fabrication des façades, il y a un vrai savoir-faire éco-responsable à acquérir. Et d'autre part, il est primordial de communiquer à nos clients les avantages liés à l'éco-construction. Chacun d'entre nous a donc un rôle important à jouer, que ce soit les architectes par la mise en place des éco-solutions, les ingénieurs qui rendent possible le travail des architectes et leurs rêves, et les industriels qui suivent le pas de ces deux premiers. C'est justement ce que nous allons voir avec les présentations suivantes. J'invite notre premier intervenant, Mathias Bernard, qui est architecte et directeur d'agence chez Baumschlager et Berlet à Paris. Il va nous parler d'un projet que vous connaissez probablement, c'est la réhabilitation de l'ancien siège de Peugeot, situé sur l'avenue de la Grande Armée. Bonjour Mathias. Bonjour Nicolina, bonjour à tous. Pour faire défiler, c'est là. Ouais, donc bonjour. Donc déjà pour vous dire merci de cette invitation qui donne l'occasion de présenter une conception qu'on a fait en 2017-2018 et voilà, qui est en fin de chantier actuellement. Juste un mot pour commencer. Donc on est à l'origine une agence autrichienne du Vorarlberg, donc une région située au sud du lac de Constance, à la frontière suisse et allemande. Et on est 270 collaborateurs avec une dizaine d'agences. Et nous sommes depuis 10 ans à Paris, implantés à Paris, avec 60 personnes actuellement travaillant ici. D'accord, donc je vais parler comme ça. Donc l'idée qu'on a toujours eue, notre philosophie, c'est d'être implanté localement, comprendre les enjeux culturels et comprendre le contexte. Et c'est pour ça que voilà, Dietmar Eberle et Carlo Baumschlager ont décidé d'avoir plusieurs agences dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, le projet de la Grande Armée. Et je conclurai avec un regard très rapide sur deux autres projets, un peu en comparaison, qui sont également des réhabilitations, un livré l'année dernière et l'un en cours d'étude. Donc c'est un projet qui a été lauréat du MIPIM Award il y a 3 ans. Il y a 35 000 mètres carrés de SDP, c'est du bureau et de l'ERP, et avec un total de 4 320 personnes, avec des objectifs environnementaux, donc le HQE en réhabilitation 2016 exceptionnel, LEED Platinum, Well Good, Biodiversité Yaba, WorldScale Platinum. Et en fait, on a regardé en cours d'étude si on pouvait être BBCA, donc on a eu quelques données sur le carbone de ce projet, ce qui est pas forcément courant.
Donc le maître d'ouvrage Gessina, maître d'ouvrage délégué Heinz, on peut citer également Lamox, CICAD, on doit citer Tess, ingénieur façade, ici représenté par Benjamin, l'entreprise également, donc FH Construction Grand Chantier, et les entreprises, les deux principales entreprises de la menuiserie extérieure, donc Goyer et Fralu. L'avenue, donc voilà, on voit l'implantation, 75 avenue de la Grande Armée, près de la Porte Maillot, ici, donc à deux pas du Bois de Boulogne. Un grand projet donc, qui va de l'avenue de la Grande Armée, qui est traversant jusqu'à la rue Pergolèse. C'est un bâtiment un peu en F inversé, avec deux grandes cours et une plus petite façade sur la rue Pergolèse. On voit ici, c'est un manifeste des années 60-70, un manifeste de la monumentalité. On a une façade qui fait 110 mètres de long, une première partie qui a été donc construite à partir de 1963 avec les architectes, les frères Saint-Saulieu, qui faisait 80 mètres carrés en forme de T et la rue Pergolèse, et une extension au début des années 1970, toujours avec les frères Saint-Saulieu, de 30 mètres sur l'avenue de la Grande Armée, avec la même façade, même principe constructif, béton. Voilà, on voit cette façade ici. Ce qu'on remarque également, c'est que c'est une façade qui est surélevée, avec une grande galerie à rez-de-chaussée qui était un peu qui a été longtemps le showroom de Peugeot, et qui était très présente sur l'avenue, une grande visibilité. Ici on voit la galerie, donc qui fait plus de 8 mètres de haut, avec là où étaient présentées les voitures, avec ces grands portiques en béton comme ça, en forme un peu de champignon, et des coursées commerciales à l'arrière. Ici le plan masse, on voit les deux grandes cours, et donc le premier travail sur ce projet, ça a été la mise en valeur de cette galerie, avec notamment la suppression des passerelles à l'arrière, pour obtenir une grande transparence vers une cour principale où il y avait la très grande rampe de voitures qui dessert 5 niveaux de sous-sol, dans laquelle on met un jardin tout en conservant en dessous la rampe, et l'espace où il y avait l'auditorium qu'on démolit, et on en fait une grande agora couverte. Voilà. Et derrière, tout dans le fond, on va venir dessiner une nouvelle façade. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. On voit ici le programme ERP, donc, qui se développe à rez-de-chaussée, au -1 avec le business center, et au +1 avec un grand auditorium. Donc tout ça, c'est un volume ERP. Tout le monde rentre par le ERP. Après, il y a des chemins d'évacuation différents pour les bureaux. Et on voit le noyau central également qui va distribuer tous les bureaux. On voit ici une coupe entre l'avenue de la Grande Armée et la rue Pergolèse. À droite, le grand bâtiment avec la galerie, les parkings en sous-sol et les bureaux. Donc on est en R+9. Principalement R+5 sur la rue Pergolèse. Une image, une perspective de la galerie réhabilitée. Ici, on voit une coupe longitudinale, une sur le patio et l'autre sur l'agora. Une image de l'agora avec un premier élément de façade majeur qui va être la verrière, dont on va reparler un peu rapidement tout à l'heure. Le plan masse existant, pour un peu comprendre les enjeux, donc évidemment on est à 4320, avant c'était occupé par 1200 personnes, donc la première chose à faire c'était démolir l'ensemble des noyaux, qui est une grosse affaire quand même sur un bâtiment comme celui-là, et la suppression de tous les locaux techniques qui sont en toiture pour libérer les toitures. Donc c'est un projet avec une cinquième façade vraiment très importante. Tous les locaux techniques reviennent en sous-sol et on dégage les toitures. Voilà. Les noyaux, là, donc on montre cette photo, j'aime bien, c'est le début du chantier. On voit en fond de trou le noyau principal qui a été construit, la première chose qui a été construite. Et c'est une des premières choses qu'on a démolies, qu'on voit sur les photos qu'on voit donc on vient faire ce creux avec des grosses questions de contreventement du bâtiment pendant le chantier. Et on vient reconstruire un nouveau noyau, voilà, un plus harmonieux avec un escalier monumental et des ascenseurs.
Ici, le plan Mars, donc la 5e façade. Sur l'avenue de la Grande Armée, on est en R+10, donc on a mis des panneaux photovoltaïques parce qu'on ne pouvait pas faire monter quiconque sur cet étage, parce que c'était au-dessus des 28 mètres. Mais toutes les autres terrasses sont habitées. Donc un jardin côté porte-maillot. La toiture du R+3 au-dessus de l'auditorium, lui, n'est pas habité, mais bon, est végétalisé. On a les terrasses en hauteur, la terrasse la plus importante en R+9 sur le T central, et la grande terrasse R+3, et la toiture du petit bâtiment pergolèse qui vient d'être entièrement végétalisé. Alors, c'est Usus, le paysagiste. Il établit une végétation des Alpes alpiennes, donc on a le fond de vallée, et plus on monte, plus on est sec. Ici, une image en cours de chantier quand les végétaux viennent tout juste d'être plantés sur cette façade, sur cette toiture rue Pergolèse. Donc ce que je vais présenter là aujourd'hui, c'est la façade principale, donc sur l'avenue de la Grande Armée. On voit ici un peu une image que l'on a fait pour montrer un peu ce qu'on voulait révéler des vides. Donc on est sur une façade extrêmement percée. Voilà la façade initiale. Donc on voit tout de suite ces blocs préfabriqués de béton qui sont porteurs, qui font 3,20 m sur 150. La même fenêtre partout en aluminium naturel. Et sur les parties entre blocs béton, un habillage du linteau et de la lège en pierre labrador verdée, qui est une pierre qui vient de Suède. Hop. Ici, bon, c'est pas très lisible sur les écrans, je suis désolé, mais bon, c'est les plans de construction initiaux de ces blocs béton préfabriqués en béton blanc, qu'on voit pas très bien ici, avec les détails un peu sur les coupes. Donc c'était creux, on mettait pas trop de matière dedans. Voilà, et puis on voit les systèmes de clavetage entre les mants. La menuiserie, on voit pas très bien non plus. Donc c'était une menuiserie aluminium basculante avec un store intégré. Et on voit là en linteau la pierre labrador verdée qui vient habiller. Voilà. Un des premiers sujets de réhabilitation, c'est évidemment l'amiante, notamment sur ces blocs. Bon, évidemment, les menuiseries sont évacuées, toutes les joints de menuiserie sont amiantés, mais également les éléments entre blocs béton. Donc il y a un curage soigneux qui a été fait par Neom ici. On voit les blocs à nu ici avec les trous des anciennes fixations de la menuiserie. Et on voit ici la trame, c'est cette très, très, très belle trame. On a eu plusieurs mois comme ça où le chantier à nu est vraiment magnifique. On voit que le béton. Et le projet qu'on fait devant, donc de venir animer cette façade avec des boîtes qui viennent entre les éléments et puis des fenêtres qui s'ouvrent pour l'usage et pour l'accessibilité pompier. Ici, on est en isolation intérieure parce que donc on garde le bâtiment a été préservé. C'est une demande de la ville de Paris et de l'ABF. Le bâtiment n'est pas classé, mais ils nous disent en début d'étude, vous devez garder les 80 mètres initiaux du bâtiment sur rue. Et là-dessus, Gessina a décidé de garder l'ensemble. Et donc, on doit garder ce béton. Et on donne une nouvelle identité. Donc, c'est une demande du maître d'ouvrage. Pendant 50 ans, Peugeot a marqué cet immeuble-là. Nous, on veut une nouvelle identité pour nos futurs preneurs. Donc, on vient créer un peu ces éléments. On voit le diamètre avec les premières boîtes. Ici, un peu les dessins de notre ami Benjamin. Et les boîtes qui sont ici en saillie, qui viennent un peu danser. Ici, un détail de l'entreprise Goyer, qui a pris un grand soin à respecter des boîtes où on voit où les arêtes sont vraiment nettes et lisibles, on n'en voit pas de recouvrement. Et avec une façade, donc c'est des profils Goyer réadaptés, avec un principe de tenue en VEP. Et une isolation tout autour, comme ça. Ici, un peu l'ambiance des plateaux de bureau. Donc le béton toujours, un béton peint à la demande du maître d'ouvrage. Et les îlots ici. Après, on voit un peu les fenêtres sur l'avenue de la Grande Armée. Après, on travaille l'attique. Au départ, il y avait un grand couronnement. On veut quelque chose qui émerge comme ça, qui soit assez... qui disparaissent un peu dans le ciel. On voit ici, encore une fois, avec les dessins de Benjamin, une perspective. Et la réalisation sur cette image qu'on a fait maintenant
au mois de mars, il y a 6 mois. On voit bien le jeu, un peu comment dansent les boîtes qui sortent entre 0, 20, 40 et 60 cm. Ici, c'est vraiment le vitrage. Comment dire, isolant est vraiment celui extérieur, donc on peut rentrer dans la boîte complètement. C'est une expérience assez chouette. Voilà. Et ici, après, la grande galerie, donc avec ces grands murs rideaux, et les boîtes qui redescendent un peu dessus pour redonner une échelle, redonner une échelle plus piétonne ici et se raccrocher à la façade haussmannienne qui est un peu plus haut dans l'avenue de la Grande Armée. Voilà, la verrière, donc ça c'est un sujet qui était assez complexe aussi, qui a également été dessiné par Tess, comme sans damier, une verrière assez massive en acier soudé, voilà, 450 mètres carrés, avec un verre sérigraphié pour éviter trop d'apport solaire. Et ici encore une fois on voit en chantier donc la verrière mise en place, et l'avenue de la Grande Armée, enfin la grande galerie avec le mur rideau à l'arrière. Et ici, voilà la façade, une fois avec le porche, donc en cours de chantier. Là-dessus, évidemment, c'est un peu le sujet, c'est le futur. Donc c'est quelque chose sur laquelle on a commencé à réfléchir en 2017, avec des enjeux patrimoniaux. Je parle système production chaud-froid, donc c'est les packs 4 tubes, c'est PCU, le stockage de glace et les réseaux de froid urbain Clim-Espace. On voit qu'en consommation, on va rester quand même des consommations assez importantes parce que sur les consommations énergétiques primaires, on est à 133 kW d'énergie primaire par mètre carré, qui représente 5,65 kg de CO2 par mètre carré et par an, donc pour chauffer, pour refroidir, donc tout ce qui rentre dans le calcul RT. Donc ça, on va parler carbone aussi. C'est un projet qui, sur les 50 ans, donc la contribution énergétique en CO2 sur les 50 ans, c'était 1360 kg de CO2 par mètre carré. Suite à la réhabilitation, on descend à 249 kg de CO2 par mètre carré. Les travaux de rénovation ont dégagé 821 kg de CO2 par mètre carré. Là-dedans, la façade pèse 130 kg. Voilà. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait cherché le label BSCA et le seuil en rénovation, c'est 735 kg donc on a de CO2 par mètre carré, donc on n'a pas pu y aller. Donc on a un petit gain tout au bout de 50 ans, qu'on voit ici affiché de 290 kg de CO2. Voilà. Une autre démarche qui a été faite, c'est le réemploi, donc c'est Cyclope qui avait travaillé sur le projet pour le réemploi et lors du curage, des amiantages qui a été réalisé par Neom. Donc évidemment un grand volume de déchets, 5610 tonnes, 5614 tonnes, 92% des déchets sont valorisés dans le recyclage. Quand on parle de la façade, donc on a 90% des verres qui sont recyclés, les métaux sont recyclés à 100%. Et là-dedans, donc le réemploi, qui est une toute petite chose, mais qui est important, je pense qu'il faut vraiment regarder parce que c'est nécessaire. On a besoin de moins de déchets. Il faut savoir qu'à Paris, 70% du volume des déchets viennent du bâtiment. C'est quand même gigantesque. Donc voilà. Et donc ce petit réemploi, ça représente 81 tonnes. Et là-dedans, dans ces 81 tonnes, on a réutilisé 63 tonnes. C'est les pierres en labrador verdé de l'Allège et des linteaux qu'on réutilise pour le sol de l'Agora et de la grande galerie. Voilà, c'était pas la bonne présentation, donc j'ai pas les 2 dernières slides. Donc je vais improviser, je suis désolé. Donc c'est l'autre projet, c'était Europa qu'on a livré en novembre 2021 à Levallois-Perret. Donc c'est différent, on garde les plateaux, également encore une fois on change les noyaux, notamment les escaliers, on garde les cages d'ascenseur. Mais comme il n'y a pas d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire que la réhabilitation elle est là pour
pour garder un acquis notamment en hauteur, un droit construire en hauteur. On a une isolation par l'extérieur, donc on arrive à descendre les consommations énergétiques à 90 kWh énergie primaire par mètre carré par an, donc quand même nettement plus économique que ce qu'on a sur l'avenue de la Grande Armée où on est en doublage intérieur et très vitré. Et le deuxième projet dont je voulais parler, c'était le siège de l'hôtel du siège de la métropole de Grenoble, donc à Grenoble, qui est un bâtiment à l'origine de 12 000 m². On fait une extension, on monte à 20 000 m². Encore une fois, le projet il est conservé parce que c'est une volonté politique de conserver le bâtiment existant. On refait toute la façade, les extensions ont toute une nouvelle façade. Et là-dessus, il y a un objectif passif à hausse. Et des objectifs également de volume de bois mis en œuvre sur le projet. Ça nous a amené, fini, la structure c'est un poteau-poutre, et donc on est assez libre après de ce qu'on fait en façade. En façade, on met des grandes coursives qui débordent de 1,20 m et qui vont faire des protections solaires naturelles. Hein. C'est des choses qu'on utilise. Et après, on fait un mur à ossature bois, qui dans son ensemble fait 30 cm en fibre, avec un isolant en fibre de bois, et on chute tout de suite à 55 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Voilà, donc la façade n'est pas la seule raison d'arriver à descendre ces énergies. Après, il y a d'autres choix aussi, de choix énergétiques. Et puis de qu'est-ce qu'on met dedans. Hein. Le siège à l'hôtel de la métropole, on sera beaucoup moins climatisé, plus rafraîchi, mais la façade a un enjeu fort là-dessus. Un, par ces grandes coursives qui vont apporter de l'ombre. Deux, parce qu'on met du triple vitrage et parce qu'on a une façade très isolée et un percement beaucoup moindre parce qu'on est percé en vitrage à 40%. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré les deux images. Bon, merci Mathias. Donc, il est clair que la rénovation, ça va prendre une place primordiale dans notre métier de façade. Ce que je trouve intéressant, surtout pour le projet de l'avenue de la Grande Armée, c'est qu'on a gardé l'identité d'un bâtiment qui était innovant pour son époque aussi. Ces grands panneaux de béton, je crois, dans les années 70, ils avaient réfléchi et vous avez trouvé une autre façon de faire une façade innovante. Si vous avez quelques questions, on pourra prendre une rapidement, peut-être, pour Mathias. Sinon, on va rattraper le temps avec notre deuxième intervenant. Merci. Donc, tout de suite, c'est Thibaut Durosset, responsable de marché France chez Technoform. Thibaut va nous parler de l'importance du bord de vitrage et de la façon de faire les choix dans les composants du vitrage aujourd'hui. Vous êtes là? Bonjour, oui, c'est bon. Bonjour à tous. Alors pourquoi le bord des vitrages isolants est-il important? Comment faire votre choix en 2022? Gaspiller l'énergie, est-ce encore une option? La réponse, vous la connaissez, elle est claire. Continuer à gaspiller l'énergie équivaut à payer une facture de plus en plus élevée, tant pour la planète qu'à titre individuel. Le bord du vitrage isolant n'est pas un élément très visible. Pourtant, il est critique tant pour la durabilité du système que pour sa performance thermique. Pardon pour les... Je ne sais pas si ça vient de là. Je peux vous poser... Le bord du vitrage isolant n'est pas un élément très visible, pourtant il est critique tant pour la durabilité du système que pour sa performance thermique. En effet, la chaleur est comme l'eau, elle emprunte le chemin de moindre résistance. Avoir de très bons verres, c'est bien,
mais tout le bénéfice sera perdu si vous négligez. Je vais peut-être prendre le micro. Allô, allô. Donc avoir de très bons verres, c'est bien, mais tout le bénéfice sera perdu si vous négligez le bord du vitrage, sa valeur thermique si, et sa durabilité. En 2022, avec un coût de l'énergie en hausse, l'urgence climatique pour éviter que notre planète ne devienne invivable, des réglementations qui en découlent et des utilisateurs toujours plus exigeants, utiliser des espaceurs thermiquement optimisés pour vitrage isolant est indispensable pour ne pas gaspiller l'énergie. Pourtant, encore 32% des vitrages isolés en France, fabriqués en France en 2022, ne sont pas optimisés. Et donc, génèrent des fuites thermiques qui gaspillent l'énergie. On appelle communément warm edge les espaceurs thermiquement optimisés pour vitrage isolant. Outre les gains énergétiques et le confort près de la fenêtre, le warm edge a également l'avantage de réduire le risque de condensation sur le vitrage et ainsi de prévenir la formation de moisissures. La part de warm edge en France est donc de 68% en 2022. Et en Allemagne, plusieurs sites de transformateurs de verre ont déjà décidé de basculer à 100% en warm edge. Technoform est une entreprise mondiale fondée en Allemagne en 1969 et spécialisée dans l'extrusion de plastique de précision et de haute technicité. Nous offrons des solutions à de nombreuses industries, dont celle de la construction. J'ai l'habitude de dire que nous ne fabriquons pas de fenêtres, nous les améliorons. Comme vous pouvez le voir, Technoform offre des solutions pour améliorer thermiquement vos fenêtres, portes et façades, tant au niveau du bord des vitrages isolants que des menuiseries en aluminium. Technoform est le premier fournisseur warm edge pour vitrage isolant de France, avec une part de marché autour de 70%. Ce qui nous a permis d'en arriver là, c'est notre positionnement. Chez Technoform, la qualité et la durabilité sont nos priorités. Toutes nos solutions sont testées par de nombreux laboratoires et centres de certification. Allô, allô. Donc, centres de certification référence dans le monde, comme le CSTB, le CECAL. Allô, allô, allô. Comme le CSTV, le CECAL et l'IFT Rosenheim. Nos solutions répondent aux exigences des normes européennes et EN 1279 et américaines et sont sous couvert d'un DTA suivi par le CSTB. Nous pouvons nous attendre à une durée de vie de plus de 25 ans si le vitrage isolant a été bien conçu pour son application, bien fabriqué et bien installé. Un bon vitrage doit rester étanche pour ne pas faire entrer l'humidité et conserver le gaz à l'intérieur pour garder les propriétés d'isolation thermique de départ. Pour illustrer que nous prenons la qualité et la durabilité de nos solutions très au sérieux chez Technoform, laissez-moi vous présenter un de nos derniers projets d'études techniques. Il est lié au thème de notre conférence et donc à l'urgence et au changement climatique en cours. Nous avons pu constater qu'il y a de plus en plus souvent des vagues de chaleur dans le monde, avec des records de chaleur fréquemment battus d'année en année. D'abord, nous avons voulu vérifier ce qui pouvait se passer dans la réalité. Pour ce faire, nous sommes associés avec AI Group, un bureau d'études dans le secteur du bâtiment basé à Turin, en Italie. Je vais vous présenter le résultat de 2 cas réels d'études de température maximum sur les éléments de la façade dans le cas le plus défavorable, saison estivale, sans climatisation, température maximum extérieure aggravée, un cas extrême spécifiquement demandé par le propriétaire de l'immeuble. Le résultat dans les 2 cas, des températures de plus de 70 degrés Celsius au niveau de l'espaceur, dans les vitrages isolants. Dans le premier cas, c'est un triple vitrage. Dans le second, c'est un double vitrage. Nous avons voulu en savoir plus et étudier plus de situations différentes. Pour cela, nous avons décidé de réaliser une étude avec l'Université Politecnico di Torino, en Italie. Nous avons travaillé sur cette étude avec Fabio Favoino, Manuela Baracani, ainsi qu'avec mon collègue Francesco Cozzi. Nous avons utilisé un modèle dynamique validé par l'université et nous avons regardé ce qu'il se passait tout au long de l'année, heure par heure, au niveau des températures maximum dans la cavité des vitrages isolants dans plusieurs cas de figure. Nous avons testé
différentes orientations, sud et ouest, différentes villes et climats avec différentes températures extérieures et différents rayonnements solaires. Nous avons choisi Paris, Rome et Dubaï pour leur diversité. Nous avons testé différents systèmes, double et triple vitrage, avec ou sans store intégré, avec ou sans store intérieur dans la pièce, avec ou sans couche low-E ou sélective. La norme européenne, l'EN 1279, teste les vitrages isolants pour une température continue jusqu'à 58 degrés Celsius, plus ou moins 1 degré. Or, nous avons constaté des pics au-dessus de 60 degrés, même bien au-dessus, à l'intérieur du vitrage isolant, notamment dans les configurations avec des stores intégrés de couleur grise ou plus foncée avec une couche low-E, ou quasiment dans toutes les configurations de triple vitrage. Nous avons relevé ces pics à Rome et à Paris, et de manière plus marquée et fréquente à Dubaï. Dans le cadre de notre démarche qualité, d'amélioration continue, d'innovation, nous avons décidé de lancer une activité pour offrir au marché une solution certifiée à haute température pour les bords des vitrages isolants. Les essais ont été suivis et définis par le CSTB. Et nous sommes aujourd'hui heureux de vous annoncer en avant-première que nous avons désormais une solution qui permet un usage jusqu'à 80 degrés Celsius, soit 21 degrés de plus que ce que teste la norme européenne. Si vous recherchez la meilleure performance thermique certifiée disponible sur le marché, alors spécifiez l'espaceur Technoform SP16. Concernant l'espaceur Technoform SP14, notre solution Warm-Edge Phare, leader sur le marché, nous avons de nouvelles largeurs de disponibles, 13, 17, 26, 28, 30, 32 mm. Voilà, on a toute une gamme de largeurs disponibles. Une des raisons pour laquelle nous utilisions encore parfois des espaceurs en aluminium vient des certifications de résistance au feu. Sachez que grâce au partenariat entre Pyrogard et Technoform, des solutions certifiées au feu de haute qualité avec les espaceurs Warm-Edge sont maintenant disponibles. Bon à savoir, vous pouvez en avoir besoin pour le calcul de la résistance au feu de vos façades dans le cadre de la réglementation des immeubles de grandes hauteurs. Nous pouvons vous transmettre les données de pouvoir calorifique supérieur et de masse combustible de nos solutions. C'est plus avantageux que d'utiliser des données par défaut. Également, en cas de besoin, vous pouvez retrouver sur la base de données INIES ou me demander l'inventaire de cycle de vie de notre solution phare, le SP14. Les ICV sont utiles pour calculer les FDES. Comme vous le savez, la donnée de réchauffement climatique, le GWP en kg CO2 équivalent, est désormais utile et nécessaire dans le cadre de la RE 2020 pour ne pas avoir à utiliser les valeurs par défaut pénalisantes pour calculer les indicateurs IC construction et IC-DED. À noter que notre espaceur Warm-Edge est négligeable au niveau de l'impact carbone par rapport au verre, à la menuiserie, mur, sol ou autres éléments de la façade. Pour vous donner une idée, il représente 0,3 kg CO2 équivalent par mètre linéaire. Pour vous aider à faire rapidement votre choix entre nos différents espaceurs Warm-Edge, notamment entre le SP14 et le SP16, nous avons mis au point un calculateur thermique. Il est gratuit, disponible en ligne et ne nécessite pas de création de compte. Vous pouvez le tester en scannant le QR code. Également intéressant pour se rendre compte de l'importance de la qualité, nous avons sur notre site internet un calculateur qui vous permet d'évaluer la perte thermique et économique liée à la perte de gaz dans un vitrage isolant. Vous pouvez le tester aussi en scannant ce nouveau QR code. En conclusion, encore 32% des vitrages isolants fabriqués en France en 2022 sont non optimisés. Spécifier du Warm-Edge pour les bords de vos vitrages isolants, c'est économiser de l'énergie et c'est ne pas rejeter du CO2 pour rien. Chez Technoform, la qualité et la durabilité sont nos priorités. Technoform a une solution Warm-Edge pour une utilisation jusqu'à 80 degrés. Si vous recherchez la meilleure performance thermique certifiée, c'est le SP16. Nous avons de nouvelles dimensions pour notre solution Warm-Edge phare, SP14. Et le Warm-Edge Technoform est compatible avec des certifications résistantes au feu, avec Pyrogard. Vous pouvez nous rendre visite, nous avons un stand pour poursuivre la conversation et toucher et tester nos produits. Merci.
Donc, merci Thibaut pour cet exposé sur les composants du bord de vitrage. Donc, dans la façade, chaque élément est important, chaque élément compte, mais même les plus petits, surtout les plus petits dans votre cas, mais il est important aussi que l'isolation soit cohérente dans l'ensemble de la façade. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous travaillez sur d'autres procédés, sur d'autres solutions qui pourraient permettre d'améliorer pas seulement la façade, mais même le confort des habitants? Tout à fait. On travaille actuellement sur une solution pour améliorer aussi l'acoustique, donc qui serait intégrée dans le double vitrage. Donc voilà, c'est en cours de développement et on espère vous le présenter prochainement, peut-être dans un an et demi. Bon, merci. Ça reste quand même pertinent par rapport à notre sujet d'aujourd'hui parce que la ville de demain elle sera sûrement plus dense. Donc, et on est devenus tous très sensibles au bruit dernièrement. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec Thomas Soumaoro. Thomas est ingénieur façade au sein de Bollinger & Grohmann, bureau d'études d'ingénierie, structure et enveloppe du bâtiment. Il va nous parler de l'approche de l'agence concernant différents projets de rénovation et notamment celui du magasin Dolce & Gabbana situé sur l'avenue de Montaigne. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Soumaoro, ingénieur et chef de projet façade au sein de Bollinger & Grohmann Paris. Et je vais vous parler aujourd'hui de notre approche de la conception de façade sur les projets de rénovation qui tendent, compte tenu des contextes urbains et environnementaux actuels, à se généraliser. Je vais d'abord commencer par vous présenter brièvement le travail que nous menons au sein de Bollinger & Grohmann ainsi que notre philosophie. Alors, nous sommes un groupe de bureaux d'études aux facettes multiples avec des filiales dans l'ensemble de l'Europe. Et nous nous développons progressivement dans le monde. Donc, nous sommes spécialisés dans divers domaines, principalement l'ingénierie des façades et des structures, mais aussi en géométrie complexe, entre autres via le développement d'outils numériques et paramétriques. Donc, nos projets couvrent le monde entier, sur tous les continents, ce qui contribue à la diversité de notre expérience. Et notre travail à l'échelle du groupe se caractérise par des valeurs communes. Donc, voici ce qu'on pourrait appeler nos 9 commandements. Je vais donc vous présenter notre vision de la conception de façade sur les projets de rénovation, en développant 3 axes majeurs et transversaux qui orientent notre réflexion. Donc, d'une part, la logique d'économie, ou en d'autres termes de minimalisme, de conservation ou encore de frugalité. D'autre part, la question du respect de l'existant, qu'il s'agisse de sauvegarde du patrimoine architectural ou d'adaptation de l'architecture existante. Et enfin, les défis performantiels et évolution programmatique que peuvent impliquer une rénovation. Dans un second temps, j'évoquerai une 4e approche un peu à part, l'idée d'aesthetical sustainability ou la durabilité par l'esthétique. Et j'illustrerai ensuite ce principe en vous présentant plus en détail un projet qui nous est cher et dont nous sommes particulièrement fiers, qui est la façade donc, de la boutique Dolce & Gabbana au 54 de l'avenue Montaigne que nous avons développée avec les architectes de Fresh Architecture. Donc dans le contexte actuel d'urgence environnementale, avec les démarches de réemploi, de minimisation de l'impact carbone que nous avons intégré dans notre raisonnement et qui se développent de plus en plus sur les projets, on songe immédiatement sur beaucoup de projets de rénovation à la manière dont on pourrait valoriser des éléments existants, tels que des parements de façade, métalliques ou minérales, ou même des profils de menuiserie. Mais cela va souvent de pair très vite avec un souci de conservation de l'existant, et aussi forcément confronté à la question d'amélioration énergétique et de conformité réglementaire. Donc finalement, on se rend vite compte que ces 3 principes sont presque systématiquement corrélés, et je vais donc vous présenter au travers de quelques projets les aspects de la conception qui se rattachent à ces principes. Donc je vais commencer par vous parler du projet de Morland Mixité Capital, nos projets parisiens emblématiques, qui vient d'ailleurs tout juste d'être officiellement inauguré hier par Madame Hidalgo. Donc, il s'agit de l'ancienne cité administrative située dans le 4e arrondissement, construite en 1964 par Albert Laprade, dont la rénovation a été initiée par la ville via le concours Réinventer Paris. Donc, le projet a été développé par le promoteur parisien Emerige, conçu par l'agence berlinoise David Chipperfield et suivi de la conception à l'exécution par l'agence Calc. Donc, ce projet porte plutôt bien son nom dans le terme mixité, puisqu'il s'agissait à l'origine d'un bâtiment de bureaux exclusivement et que le nouveau projet accueille dorénavant 11 usages différents.
La conception a donc été particulièrement orientée par cette multiplicité de programmes. Et le sujet d'évolution programmatique s'illustre ici assez bien. Et donc cette mixité de programmes spatialement croisés se traduit du coup par une grande complexité d'exigences réglementaires, notamment vis-à-vis des performances de sécurité incendie en particulier, par la nécessité d'isolement entre tiers. Et on se retrouve donc avec un véritable patchwork d'exigences en termes de résistance au feu des différentes façades. Et à vrai dire, si ce patchwork de performance devient un véritable challenge, c'est surtout parce que la conception architecturale s'est développée autour d'une logique ciblée de respect de l'architecture existante. Donc le défi consistait à garantir une certaine uniformité des façades, en conservant l'esthétique initiale, malgré des performances de résistance au feu différentes. Donc on retrouve là déjà un premier exemple de corrélation entre deux de nos principes. Donc ces objectifs de respect de la modèle nature originale et d'uniformité des châssis nous ont poussé à une conception sur mesure, mais également orientée par l'économie du projet, comme toujours. Car en effet, les exigences feu imposaient du coup des châssis acier sur certaines trames, mais les châssis acier étant significativement plus chers que les châssis aluminium, il n'était pas envisageable de prévoir des châssis acier sur l'ensemble des trames. Donc d'une part, des profils aluminium extrudés sur mesure ont été conçus, vous voyez au milieu, avec un faux meneau embarqué sur l'ouvrant, ce qui était moins cher qu'un véritable meneau fixe comme à l'existant. Et concernant les châssis acier, l'astuce consistait à rapporter en applique des profils aluminium de modèle nature, et ce dans le respect du cadre du PVFE. Donc on voit bien sur les dessins la similitude des modèles nature entre les châssis existants alu et acier, et de même sur ces photos. On peut noter aussi notamment le choix architectural vis-à-vis de l'existant, de la teinte sombre des châssis, qui était en finition thermolaquée pour garantir une certaine uniformité aussi entre aluminium et acier. Et je vais zoomer un peu, faire un petit challenge, si quelqu'un peut deviner lequel des deux est le châssis acier et lequel est le châssis alu. Je vous laisse 3 secondes, parce que on pourra en parler après si vous le souhaitez. Ouais. La logique d'économie se retrouve également sur ce projet, notamment sur la stratégie de conservation d'un maximum de parements en pierre, ce qui imposait une minimisation de l'impact de l'intervention, ainsi qu'un diagnostic des potentielles pathologies. Et ce qu'il en ressort, c'est quand même une architecture existante comme ravivée, surtout comparée à l'aspect du bâtiment existant qui a quand même un aspect assez austère. Je vais à présent aborder un autre projet, celui de l'ancien siège de l'Humanité, dont la stratégie de rénovation se présente sous une approche assez différente. Donc, il s'agit d'un projet que nous avons étudié en phase concours sur APS, aux côtés de l'agence Exploration Architecture, que nous n'avons malheureusement pas remporté, mais on a tout de même tiré une expérience assez enrichissante. Donc, le bâtiment existant porte une identité forte, de par son caractère social, en tant qu'ancien siège du journal Humanité, et c'est dans la continuité des réalisations de Niemeyer en lien avec la politique sociale de gauche. Et on peut noter sur la photo de gauche la teinte singulière des vitrages, en rappel assez marquant de la teinte de la toiture de la basilique de Saint-Denis, qui est derrière, dernière demeure des rois de France, donc ce qui renforce le caractère patrimonial du bâtiment dans une dimension historique ici. Donc ce projet se caractérise par un programme très strict de la part de la maîtrise d'ouvrage en termes de respect de l'existant, qui imposait vraiment une reproduction de la façade strictement à l'identique, combinée en plus à des ambitions performantielles très téméraires. Parce que d'une part, on devait reproduire la façade VEC, donc en garantissant une performance thermique à la limite du réalisable avec ce type de système, qui n'est pas le meilleur thermiquement. Le programme demandait aussi par exemple de permettre le nettoyage depuis l'intérieur, mais tout en conservant des châssis ouvrants à l'italienne, ce qui ne fonctionne pas bien. Donc et troisième point, on avait également consigne de reproduire l'aspect des vitrages à l'identique, avec en face un objectif de transmission lumineuse qui n'était pas du tout compatible avec le niveau de réflexion des vitrages existants. Donc bon, étant en concours et vu la position ferme de la maîtrise d'ouvrage, on a tout de même joué le jeu. On a poussé d'une part l'analyse du vitrage existant, la recherche de reproduction de la teinte des vitrages, d'une part en combinant des produits de couches de gamme, enfin du commerce, mais aussi en envisageant des solutions de couches sur mesure.
De même pour les menuiseries, nous sommes efforcés de satisfaire à l'exigence de reproduction de la façade au millimètre près, hein, vraiment, en travaillant sur une adaptation de gamme afin de réduire la largeur du joint entre vitrages de 22 mm, hein, c'est ce qu'on a pour les systèmes classiques VEC, à 18 mm, voilà, pour essayer de tendre vers les 15. Donc on était vraiment assez tatillon. Et c'est aussi posé la question d'économie par conservation, un peu comme sur Morlan, en ce qui concernait ces parements en pierre, mais aussi par l'étude d'une option de conservation des menuiseries, qui était finalement peu intéressante économiquement, parce que trop fastidieuse, retirer le silicone de collage et toutes ces choses-là. En plus des faibles performances thermiques qui étaient atteignables avec ces profils existants. Donc là où je voudrais en venir en pointant ce manque de cohérence du programme, c'est que pour nous, la compréhension et l'interprétation pertinente de l'architecture du projet existant est à notre avis essentielle pour développer l'architecture du projet rénové de manière pérenne. Car l'objectif est surtout de prolonger, on va dire, l'existence de l'architecture en lui donnant du sens vis-à-vis du contexte qui, lui, inévitablement évolue. Du coup, pour nous, respecter l'existant, ça ne signifie pas de reproduire la plus fidèle copie de l'ouvrage construit, mais il est plutôt question du respect de l'architecte, de ses intentions, de sa vision, plutôt que du respect de l'ouvrage réalisé qui peut lui-même d'ailleurs avoir bien divergé du projet original. Et vous pouvez d'ailleurs voir ici la maquette du projet originel de Niemeyer, hein, qui est bien différente de l'ouvrage réalisé. Et pour la petite histoire, on a appris que le projet a dû être largement révisé pour des questions de budget principalement. Mais il faut également savoir que Niemeyer, qui a conçu ce projet sur la fin de sa carrière depuis le Brésil, n'est jamais venu en France en fait, pour suivre et contrôler la réalisation. Donc finalement, s'efforcer vraiment de reproduire cette façade au millimètre près faisait vraiment très peu de sens. D'autant plus que la conception des façades existantes VEC n'avait rien de génial. Hein. Bien que le système VEC pouvait être une innovation à l'époque en France, reproduire cette façade par des moyens technologiques actuels apportait vraiment finalement très peu de choses, très peu de plus-value à l'architecture du bâtiment. Par contre, en comparaison, ces deux autres projets qu'on voit là de Niemeyer sont des exemples d'une conception plus aboutie, notamment le siège du Parti communiste sur la droite, dont la conception des façades par prouvé méritait probablement bien davantage d'être source d'inspiration et de préservation. Je vais revenir un instant du coup, sur le projet de Morlan, parce qu'il est assez intéressant de remarquer le propre parti architectural des ouvrages neufs. On le voit sur la photo, le bâtiment sur la gauche. Là. Donc ces ouvrages neufs qui ont leur propre partie architecturale en parallèle du respect de l'architecture existante que j'ai évoqué précédemment. Et on constate sur ce projet une vraie cohérence dans l'architecture assumée de David Chipperfield, mais qui n'est pas dans le mimétisme, mais vraiment dans l'intégration dans l'ensemble existant. Et le projet de rénovation va même plus loin avec l'intégration aux derniers étages de l'IGH central de deux œuvres, du studio artistique Studio of the Space d'Olafur Eliasson et Sébastien Beman. On retrouve deux ouvrages au design de pointe qui, par leur qualité, tendent en fait à une certaine intemporalité, peuvent donc être gages de durabilité, hein, par leur caractère unique et exceptionnel. D'où l'idée d'un quatrième principe qui se distingue un peu du triptyque économie, architecture existante, performance, qui est le principe d'Aesthetical Sustainability ou durabilité par l'esthétique. Et c'est un principe qu'on retrouve notamment sur beaucoup de nos projets de boutiques de luxe, notamment les boutiques Hermès, hein, qui sont le fruit d'une longue collaboration avec l'agence d'architecture RDAI. Et sur ce type de projet, la rénovation est souvent plus destructive que conservatrice, dans le sens où il s'agit surtout de conserver une partie à minima de la structure. Le bâtiment existant est souvent relativement peu qualitatif et du coup il s'agit de développer vraiment une façade en soi qui porte presque à elle seule l'identité du bâtiment et de la marque. J'en arrive ainsi au projet du 54 Montaigne, conçu aux côtés de l'agence Fresh, pour une autre marque de luxe, Dolce & Gabbana, sur lequel on retrouve ce type de façade qui s'inscrit vraiment dans un contexte de qualité.
Donc la façade existante s'inscrivait dans un ensemble architectural assez hétéroclite et peu harmonieux. Elle a été conçue à la fin des années 80 et présentait une architecture un peu passée de mode, plus vraiment au goût du jour. Et l'on a maintenant sur la droite en comparaison la nouvelle façade qui vient s'étendre autour de ce portique conservé, un peu à la manière du rooftop de Morland qui s'étend au-dessus de l'IGH. Alors l'intention architecturale des architectes, c'était d'évoquer l'esprit de la haute couture, en concevant une façade comme un maillage à la fois dense, fin et précieux. Et ce sont ainsi 85 000 picots qui sont répartis sur les façades, notamment autour du portique en pierre existant de style classique. Donc il y a tout de même un certain lien entre cette façade de luxe neuve et l'existant, puisque le challenge était quand même de développer une façade de qualité à la hauteur de ce portique monumental, ce qui est plutôt réussi, je trouve. Donc j'arrête un peu de philosopher et rentrer un peu plus dans la technique. Parmi tous les matériaux et solutions que nous avons envisagées, de l'acier soudé à la fibre de carbone serrée, on a opté pour le vissage en céramique comme la solution correspondant le mieux aux intentions architecturales. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce côté high-tech, la céramique étant utilisée dans l'aéronautique, l'automobile, l'horlogerie, comme ce côté low-tech, avec les techniques traditionnelles de faïence ou de poterie. Et d'ailleurs, pour être plus précis, il s'agit ici de porcelaine, qui est un type de céramique très qualitatif, plus résistant, plus imperméable. Donc on a là une première des esquisses de la conception qui montre assez clairement le principe d'assemblage. Donc le picot se compose de deux pièces principales, une embase en aluminium extrudé et un nez en porcelaine vissé sur cette embase. Ces picots sont assemblés sur des tôles pliées en aluminium de 4 mm d'épaisseur, selon un motif en quinconce. Et ces panneaux forment des blocs suspendus, dont le poids a quand même été optimisé afin de ne pas apporter de surcharge sur le voile support par rapport à la façade existante. Donc le picot en lui-même, tel qu'il apparaît, semble relativement simple, mais à l'intérieur, on trouve un peu plus de complexité. Pour entrer dans le détail de la fabrication, on commence avec un boulon double face qui relie le tube aluminium à la plaque d'aluminium support. Donc on a ensuite un joint EPDM qui empêche tout contact direct entre ces deux éléments. Puis deux bouchons en plastique qui contiennent la résine à l'intérieur de la cavité en porcelaine dans laquelle on a une tige filetée qui est scellée. Et c'est cette tige qui assure l'assemblage entre le tube aluminium et le nez en porcelaine. On a ensuite des patchs en nylon sur le filetage qui évitent le desserrage qui pourrait être dû aux vibrations. Et pour les picots accessibles depuis le sol, on a appliqué un adhésif de blocage du filetage afin d'empêcher les petits malins qui voudraient voler des picots. Donc voici une première version du picot que j'ai amené d'ailleurs, si vous voulez voir de plus près tout à l'heure. Donc on a conçu un beau prototype pour la validation esthétique, mais aussi pour les essais mécaniques qu'on a dû détruire, mais pour la bonne cause, puisque les tests de résistance étaient concluants. Donc on a là une photo de la façade côté cour. Et vous pouvez observer sur les suivantes vraiment le travail d'alignement du plan des vitrages avec le nu extérieur des picots. Et pour finir, je vous laisse avec quelques photos sympathiques. Merci. Merci Thomas de nous avoir parlé de tous ces beaux projets. Donc une bonne rénovation, ça doit être minimaliste dans le respect du patrimoine architectural et de l'identité du bâtiment. Nous prendrons quelques questions s'il y en a du côté du public. Sinon, nous continuons dans notre temps avec le prochain intervenant. Merci. Donc, nous allons parler bâtiment avec... Ah, je fais toujours ça. Donc, nous allons parler bâtiment avec les trois premiers intervenants. Maintenant, nous allons parler de la place du bâtiment dans la ville de demain, car il se veut aussi plus respectueuse de la biodiversité. Notre prochain intervenant est Björn Sandén, chef de produit haute performance au sein de Curare Europe. Björn, qu'est-ce que le Bird Secure, votre vitrage qui protège les espèces urbaines telles que les oiseaux?
Merci, bonjour. C'est celui-là, là? Non. Ah oui. Ouais. Bien. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est donc la biodiversité et protéger les oiseaux dans les bâtiments. Je voudrais parler de la conception des bâtiments modernes, du danger du verre pour les oiseaux et la solution avec une conception en verre. Juste rapidement, donc, moi je travaille pour la société Couraré. Le nom Couraré, ça vous dira probablement pour la plupart de vous pas grand-chose, mais nous produisons des intercalaires pour le verre feuilleté. Les intercalaires il y a deux grandes familles, il y a le PVB chez nous, et la deuxième famille, c'est le Centriglass, qui est un ionoplaste, qui est un intercalaire dit structurel qui permet à augmenter la résistance du verre et donc réduire des épaisseurs et augmenter les dimensions du verre. Nous sommes basés en Europe, évidemment, mais aussi dans tout le monde. Donc, on a la possibilité de travailler sur des projets sur toute la planète. Et nous avons donc une gamme de produits qui passe des produits de sécurité, qui est la fonction primaire du verre feuilleté, à des produits pour la décoration, l'acoustique, le structurel, les applications spécialisées, et l'automobile. Le dernier, c'est le recyclé, qui est un produit qui commence à avoir beaucoup d'intérêt au niveau du développement durable. Et aussi le structurel. Demain, il y a une présentation qui sera donnée à la conférence à Gand sur l'importance des produits structurels pour augmenter réduire l'empreinte carbone du verre feuilleté. Le produit dont j'aimerais vous parler, c'est le Trozifol Bird Secure et le Centriglass Bird Secure qui font partie des applications spécialisées. For centuries, birds inspired humans' pursuit of flight. They show us freedom, balance, and harmony. Birds do what we can't. They take to the skies and soar, defying the gravity that glues us to this earth and making us wish that we could join them. But birds in flight are dying every day, and we are the cause. It's not intentional. There's no master plan. It's just that we build glass structures for people to live, work, and shop in, and the birds can't see them. They move through the air at full flight speed and unknowingly strike the glass. It is estimated that up to 1 billion birds are killed by window collision in the US every year. Birds are an irreplaceable part of our biodiversity, born to gather, to breed, pollinate, and inspire, and we can help protect them. We can simply show birds that a window is a barrier instead of a patch of open sky. Alors ça, c'était une vidéo qui a été faite par la société Ricoh. On pensait que c'était une bonne introduction pour le sujet. Si on regarde la conception des bâtiments modernes, donc on a une croissance dans la hauteur, dans la largeur des villes. Quelle est la conséquence de ceci? C'est que finalement, il y a de moins en moins d'espace pour les oiseaux migratoires en ce qui concerne leur halte lorsqu'ils font leur migration. Et le problème, c'est qu'on a une augmentation des impacts des oiseaux avec le vitrage de ces bâtiments. Donc si on regarde au vitrage, il y a différentes raisons pour lesquelles le vitrage est un danger. Premièrement, c'est la conception du vitrage, le type de couche, est-ce qu'il est réflecteur ou pas, mais aussi la lumière à l'extérieur et à l'intérieur du vitrage. Et troisièmement, donc, vous avez finalement ces éléments-là en combinaison avec le vol des oiseaux qui fait qu'on a une collision assez fréquente.
Donc, si on regarde les différents éléments, la lumière, cette première photo vous montre ceci. Donc, cette photo-là vous montre en fait un espace intérieur où pour l'oiseau, il ne voit pas le vitrage. Si on regarde maintenant les autres exemples, la réflexion, voilà 2 photos qui le montrent. Premièrement, à gauche, une réflexion parfaite du ciel. Et à droite, on a la réflexion d'arbres qui pourrait, par exemple, donner l'illusion à l'oiseau qu'il pourrait voler vers ce vitrage. La transparence, évidemment. La transparence, pour nous, ce n'est pas un problème parce qu'on voit la structure et donc on sait que le verre est là, alors que les oiseaux ne considèrent pas la structure comme étant une alerte pour le vitrage. Et donc, dans l'exemple à droite, vous voyez par exemple le fait que on a un passage ici, donc il voit à travers et donc un danger. La hauteur des bâtiments, les oiseaux migrateurs volent à différentes hauteurs. Plus les bâtiments sont hauts, plus il y a de chances pour qu'il y ait un impact. Et comme j'en ai parlé, la réflexion de la végétation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? En fait, des vitrages pour protéger les oiseaux, ce n'est pas quelque chose de neuf. Il y a eu beaucoup de films pour être appliqués sur la surface qui sont utilisés. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait en sérigraphie. Par exemple, ici, vous voyez toutes sortes d'exemples de sérigraphie. Vous avez des lignes, vous avez des points, des lignes verticales, des lignes moins régulières pour rendre un aspect moins strict, ou des lignes interrompues. Donc, toutes ces solutions-là sont possibles. Ah, pardon. Chez nous, donc, on a décidé de partir dans la structure avec les points, donc une maille de points, comme vous voyez sur la photo ici. Et si on regarde maintenant sur la construction, comment ça se passe? On a donc du vitrage feuilleté avec 2 intercalaires, un intercalaire qui est imprimé et un deuxième intercalaire pour couvrir l'impression, ce qui fait qu'on a l'impression qui n'est pas en contact avec le verre, ce qui est important pour l'adhérence entre le verre et l'intercalaire. Nous avons la possibilité de le faire ou avec du PVB qui est Trosifol ou avec un Ionoplast Centriglass, le Centriglass étant intéressant pour des applications structurelles. Un des avantages de ce produit, c'est que finalement, si vous parlez de sérigraphie, de points sérigraphiés, vous aurez besoin de tremper le verre pour permettre la sérigraphie, alors qu'ici, vous n'avez pas besoin de tremper le verre. Donc, vous pouvez utiliser du verre recuit. Donc, évidemment, les points, ça va à l'encontre de la transparence. Si on se retrouve à une distance d'1 mètre, les points seront bien visibles. Mais ce qu'on va voir, c'est que finalement, en prenant distance, et on parle déjà de 2 mètres, les points sont pratiquement invisibles. Et certainement, à partir de 3 mètres, ce n'est plus visible du tout. Ce qui est important de savoir, c'est que comment est-ce qu'on a testé ce genre de produit. Vous voyez ici, sur la photo, un site d'essai. C'est un essai par tunnel, où il y a en fait 2 surfaces, où il y a une ouverture et une surface vitrée qui est utilisée. Les oiseaux volent à travers et comme le tunnel est assez court, ils ont, disons, comme le tunnel est assez court, point de vue sécurité des oiseaux, heureusement c'est assez limité, mais on voit assez rapidement si le produit est visible à l'oiseau ou pas. Et donc, nous avons fait ces tests aux États-Unis. C'est aux États-Unis que beaucoup de tests ont été faits pour ce genre de produit. États-Unis et Canada, on voit beaucoup d'activités à ce niveau-là, beaucoup de demandes pour ce genre de produit. Et ici en Europe, on commence à le voir en Allemagne. En France, il n'y a pas beaucoup de réglementation encore, mais ça va venir. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons testé plusieurs types de vitrages, aussi bien des vitrages monolithiques que des doubles vitrages.
et des vitrages avec des couches contrôle solaire ou avec des couches à basse émissivité. Vous voyez ici les propriétés visibles et énergétiques de ces vitrages. Mais ce qui est important, c'est de voir finalement quel est ce qu'ils appellent le facteur risque. Donc le facteur risque, ici, la première colonne, est le facteur qui est déterminé avec ce test. Et le facteur risque qui a été déterminé comme étant le risque maximum est de 15. En dessous de ça, pour des projets, ils n'ont pas besoin de faire de tests supplémentaires pour voir si la façade est amicale pour les oiseaux. Au-dessus de ça, ils doivent faire des tests supplémentaires. Donc ce que vous voyez ici, c'est que finalement les produits avec notre Sentry Glass Bird Secure ont passé tous le test avec une construction à la valeur maximum de 15, mais les deux autres constructions en dessous de ça. Peut-être intéressant à présenter aussi, c'est qu'on a fait pas mal d'essais avec du Lowy en combinaison avec le Bird Secure. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a remarqué que point de vue performance énergétique et visuelle, ce produit-là était tout aussi performant que certaines constructions avec verre à couche. Et donc, au niveau des coûts, devient une alternative aussi très intéressante. Bon, voilà. Donc, nous avons un certain nombre de rapports sur les essais que nous avons faits. Nous avons des brochures et de l'information sur notre site internet. J'ai une carte sur notre stand qui vous permet par exemple d'installer l'application Solution Finder où vous trouverez toute l'information sur ce produit. Voilà, j'aimerais vous remercier. Merci bien pour cette explication de ce composant original qui permet de protéger les oiseaux. Je profite pour poser, en fait j'ai deux questions. La première c'était par rapport au Lowy. Si je comprends bien, le produit il permet de remplacer un verre à couche. Donc ce qui se passe c'est que finalement comme on a une opacité quand même supérieure à un verre transparent, on a un effet sur les propriétés énergétiques et lumineuses du verre qui en partie a un même effet qu'une couche thermique. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé finalement, c'était en testant qu'on est arrivé tout d'un coup, en regardant les résultats, on s'est dit tiens, ça pourrait être une alternative intéressante. Pourquoi pas, ça permet de tuer deux oiseaux avec... Sauver un oiseau. Sauver un oiseau avec deux manières. L'autre question, elle est plutôt par rapport au visuel. Normalement, les architectes, ils veulent que leur façade soit la plus transparente, la plus rafraîchissante, qu'elle soit invisible. Donc, comment vous travaillez avec les architectes pour leur présenter le produit? Ça, c'est un des dilemmes qu'on a dans la discussion. Hein. Jusqu'à il y a quelques années, on vendait surtout de la transparence. Et tout d'un coup, il faut vendre de la semi-transparence. Et bon, c'est une question de choix. Hein. Je ne crois pas qu'il y a de solution. Et je sais qu'il y a d'autres fournisseurs qui sont ici qui ont aussi des solutions avec des points ou d'autres possibilités. On va devoir faire des choix, je crois, de société. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et si on veut protéger les oiseaux, il faudra probablement regarder ce genre de solution. Mais comme j'ai montré, tout près du vitrage, c'est très visible. Dès qu'on s'éloigne du vitrage, ça devient moins visible. Oui. Ça sera intéressant de voir les échantillons, de les présenter en grand format, voilà. J'imagine. Bon, merci. Okay. Donc, nous restons sous la thématique du vitrage avec le directeur commercial EuropeTech, M. Fabrice Keller. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous allez nous parler des intercalaires Super Spacers. Donc, j'imagine qu'ils ne servent pas pour partir dans l'espace, mais pour rendre le vitrage plus performant. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, d'avoir pris du temps.
On l'a vu pendant cette période de Covid, ce n'était pas forcément une période qui était facile, hein. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé et vous avez pris du temps pour être là, donc je voulais d'abord vous remercier. Il y a des choses qui changent effectivement, non seulement durant le Covid, mais aussi des changements qui sont faits au fur et à mesure. Et je vais vous parler des changements globaux, hein, des tendances globales que l'on peut retrouver, mais aussi ce qui se passe au niveau du design, hein, et ce qu'on peut dire au niveau de la durabilité. Je vais commencer par une vidéo et vous laisser apprécier les projets sur lesquels on est amené à travailler. Nous allons parler effectivement de la société EdgeTech et de Superspacer. Et je vais vous donner quelques détails plus tard. D'abord, en ce qui concerne les tendances globales que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, en gros, les choses deviennent plus complexes. Complexes pourquoi? Tout simplement parce qu'on nous demande aujourd'hui des verres de plus en plus grands. On veut voir de plus en plus loin. On veut avoir de la luminosité qui rentre dans les différents espaces dans lesquels nous travaillons, par exemple. Complexe aussi, tout simplement, parce qu'on nous demande aujourd'hui d'avoir des surfaces planes, mais aussi des surfaces courbes, et on veut garder de l'unicité. On veut construire un ensemble. Alors pour vous symboliser les choses, je vais vous montrer différents projets sur lesquels on a travaillé. Il y a par exemple l'Opus de Dubaï, où on a 5200 mètres carrés de verres différents, mais qui représentent un bâtiment dans son ensemble et avec une unicité. On a aussi le bâtiment de Siemens à Munich, où on a 140 types de verres différents. Un autre exemple, certainement le maximum que l'on ait aujourd'hui, c'est le Muséum du Futur. On a 7000 verres différents. Et pourtant, c'est toute une unicité sur le bâtiment. Et puis, je me suis fait un peu plaisir, je vais vous parler de la grande dame parisienne. On travaillait aussi beaucoup dans le domaine de la restauration, notamment du verre. Et on a travaillé effectivement sur la Tour Eiffel. Tour Eiffel, conservation, on en arrive au design. Le design est une part importante effectivement dans les bâtiments sur lesquels on travaille. Et je voudrais vous apporter 3 mots à ce sujet-là: structurel, panoramique et protection. Structurel, pourquoi? Tout simplement parce que les vitrages sont effectivement de plus en plus grands. Ils font partie de la structure. On remplace parfois un mur complet avec un vitrage. Ensuite, on va parler de la façon d'aborder l'extérieur, le panorama finalement. On veut s'étendre vers l'extérieur. Le vitrage est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous donne la possibilité d'aller vers l'extérieur. Mais aussi en termes de protection. Ce qu'on demande finalement au verre, c'est une extension vers l'extérieur. Mais en même temps, c'est un endroit où on va se retrouver éventuellement pour travailler, pour boire un verre, pour s'asseoir avec ses enfants ou avec ses petits-enfants, pour jouer avec eux, pour lire. Finalement, le verre, c'est le paradoxe, c'est une ouverture qui doit nous protéger. Le verre, finalement, c'est un moyen comme un autre de se protéger, et c'est aussi au verre à savoir se faire oublier. J'ai voulu vous montrer ces 2 images qui sont un petit peu les extrêmes de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Les intercalaires dont je vais vous parler sont capables de réaliser des choses aussi larges. Là, on a un vitrage de 18 mètres de large ou de long, ça dépend comment est-ce qu'on le prend. Mais aussi bien les petits oculus qui vont faire entre 12 ou 18 cm. Et on va toujours travailler avec cette notion d'unicité dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout simplement parce qu'on veut quelque chose qui fasse un ensemble. La durabilité. La durabilité, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours. On en parle régulièrement dans les médias. Ça va être demain une autre façon de poser les choses. C'est une façon plus intelligente de concevoir que l'on a l'impression aujourd'hui de voir au travers des différents cahiers des charges. C'est en fait travailler aujourd'hui avec ce qu'on va nous demander demain. Et c'est tout le travail que vous avez à faire aujourd'hui. C'est travailler avec les ressources que l'on a aujourd'hui, qui ont tendance à baisser, à s'amenuiser,
mais pour finalement satisfaire ce qu'on va nous demander demain, notamment en termes de thermique. Durabilité aussi, tout simplement, parce qu'il va falloir penser les objets, pas seulement les bâtiments, mais nos voitures, tous nos objets, pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps. Alors finalement, je ne vais pas vous parler d'un building dans son ensemble. Je n'aurai de toute façon pas le temps et je ne pense pas avoir les compétences. Je ne vais même pas vous parler d'une façade ou d'une fenêtre. Mais je vais vous indiquer, je vais vous inviter plutôt à aller plus profondément dans cette fenêtre en allant sur l'espaceur. L'espaceur, au départ, c'était une barrette métallique, purement et simplement. Ce qu'on lui demandait, l'espaceur, c'est tout simplement de maintenir à égale distance le verre. Rien de plus. Là-dessus, on mettait de la colle, du butyl et autres pour garantir l'étanchéité. On a trouvé finalement que le métal transmettait la chaleur et le froid de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement. Donc on a commencé à faire des intercalaires dits warm edge. On en a parlé tout à l'heure. Des intercalaires rigides. Le produit dont je vais vous parler, considéré comme étant dans la famille des warm edge, va apporter un certain nombre de différences qui sont particulièrement intéressantes dans le domaine de la façade ou des fenêtres. 3 points sur lesquels je voudrais aborder. C'est d'abord le thermal, le confort thermique, le confort sanitaire, et puis je vais vous parler aussi du confort esthétique. Le confort thermique. Je n'ai pas trouvé meilleure image que ça pour exprimer qu'est-ce que pouvait être le confort thermique. Qu'importe si vous êtes à 19 degrés ou à 21 degrés chez vous, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez chez vous, c'est cette capacité de se sentir bien, éventuellement, en s'appuyant sur un vitrage. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, vous allez prendre un café, vous êtes appuyé sur un vitrage, il fait froid à l'extérieur, vous avez un café chaud, mais votre épaule a tendance à se refroidir un petit peu parce que vous êtes contre un vitrage qui est froid, tout simplement parce que c'est un simple vitrage. C'est ça, finalement, d'abord le confort thermique. Et c'est un point qui est absolument essentiel parce que c'est vrai quand il fait chaud à l'extérieur et aussi quand il fait froid. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit aussi la notion de rupteur de pont thermique. Warm edge avait toujours cette connotation de bord chaud qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur des bâtiments. On voudrait aller un peu plus loin dans ce domaine-là en parlant de rupteur de pont thermique parce que finalement, c'est ça qui fait. C'est un point isolant. On parlait tout à l'heure du métal qui transmettait la chaleur ou le froid. Là, c'est un produit isolant. Alors, simplement pour symboliser ça, on est détenteur de certification de la Passive House Institute. C'est le top niveau de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On va jusqu'à des certifications qui sont arctiques. Le confort sanitaire. Alors, le confort sanitaire, c'est un petit peu différent. L'humidité que l'on respire est extrêmement importante. Au-delà de 65%, vous avez des risques de moisissures, de champignons. Vous avez des risques d'acariens aussi qui viennent se développer. À moins de 30%, pardon, c'est la gorge qui racle un petit peu. Vous sentez moins bien. C'est des difficultés respiratoires. C'est l'électricité statique aussi. Et puis la qualité de l'air intérieur, c'est extrêmement important. Parce qu'en gros, on est capable de vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, mais pas plus de 3 minutes sans respirer. Donc c'est un point extrêmement important, c'est extrêmement vital finalement. Voilà ce que j'ai pu trouver dans une chambre d'hôtel. Je suis rentré dans la chambre, c'était plutôt sympathique. Il y avait une jolie vue, il y avait un beau vitrage, un vitrage panoramique qui donnait sur l'extérieur, avec une forêt au bout. Et puis quand on s'approche du vitrage, on s'aperçoit que finalement il y a une dégradation. Pourquoi cette dégradation? Notamment à cause des intercalaires métalliques. Notamment à cause des intercalaires métalliques parce qu'on n'a pas correctement isolé entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on a commencé à avoir des moisissures. L'intérêt d'un intercalaire isolant, c'est de limiter le risque de condensation que vous avez sur le vitrage. Limiter le risque de condensation, c'est aussi limiter le risque de dégradation. Et lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de durabilité, on a un point extrêmement important ici. On est amené à remplacer cette moquette, on est amené à remplacer cette peinture qui cloque, alors qu'on aurait pu tout simplement l'éviter en réfléchissant, en travaillant plus en amont.
Le confort sanitaire, c'est effectivement cette ligne que vous avez ici. Je vais vous la symboliser là. Ça, c'est avec un intercalaire métallique. On vient briser cette ligne tout simplement. Lorsqu'on travaille avec un intercalaire warm edge de haute performance, on arrive à l'éviter et donc à éviter la condensation qu'on va retrouver sur les vitrages. Et c'est ce qui va nous éviter aussi les moisissures. Maintenant, ce qui concerne l'esthétique. L'esthétique, bien sûr, c'est les bâtiments que je vous ai montrés tout à l'heure en vidéo, par exemple. Il y en a d'autres, forcément. L'esthétique, c'est aussi dans le temps. L'esthétique, c'est bien le premier jour, mais c'est aussi bien dans la durabilité. Alors, en termes de construction, pour faire simple, vous avez des intercalaires au milieu des vitrages, et puis vous avez la nécessité de mettre une première barrière qui va permettre de garantir l'étanchéité. Et puis vous avez un effet sur le vitrage qui est l'effet de pompage. Le vitrage respire tout simplement, selon les conditions extérieures, intérieures, la chaleur. Ce que je voudrais vous montrer avec l'intercalaire Superspacer, c'est justement ce qu'on arrive à gagner, non seulement en termes d'esthétique, mais dans la durabilité. C'est ça. C'est simplement cette capacité qu'on va avoir, contrairement à l'ensemble des intercalaires rigides, c'est cette capacité à laisser le vitrage bouger à l'intérieur et d'absorber effectivement la différence grâce à sa composition qui est un produit en mousse de silicone. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les avantages que l'on pourrait énoncer. Sachez simplement que c'est un produit qui est déjà disponible de 4 à 32 mm, parce qu'on travaille aussi dans le domaine de la porte. C'est aussi un produit qui est disponible en différentes couleurs. C'est un produit, parce qu'il est souple, convient à tous les types de configurations, aussi bien un grand bâtiment tel que je vous l'ai montré, aussi bien des vitrages courbes ou des vitrages concaves. Il y a un point, par exemple, que l'on voit apparaître tout doucement, c'est qu'on a des vitrages courbes pour laisser rentrer plus de lumière, peut-être par des fenêtres qui sont un peu plus petites. Il y a d'autres avantages, effectivement, c'est que c'est un produit dont le dessicant va se trouver directement à l'intérieur et qui va limiter effectivement les risques de retour que l'on peut avoir. Le vitrage, notamment au travers du vitrage courbe, c'est en fait une expression. C'est une expression pour la créativité. C'est vos choix, finalement. C'est l'expression de la qualité, c'est l'expression de la beauté. Et c'est la possibilité justement de pouvoir travailler aussi bien sur des vitrages plans, des vitrages droits, mais aussi des vitrages courbes. Alors on est membre de différentes associations avec différentes sociétés. En ce qui concerne celles qui nous intéressent aujourd'hui ici à Paris, ce sera plutôt le CECAL, le RAL ou la Passive House Institute. On est détenteur bien sûr d'un DTA. La société, en quelques mots, c'est une société globale qui travaille effectivement dans de nombreux pays depuis plus de 30 ans. C'est un point absolument essentiel aussi pour garantir la durabilité. Un autre chiffre intéressant, c'est 300 millions de mètres linéaires qui sont produits chaque année. C'est une société qui travaille à travers les États-Unis et l'Allemagne. C'est une société qui aujourd'hui a 17 lignes d'extrusion et d'autant plus qui se développe, qui distribue ses produits au travers de 90 pays. Et un dernier chiffre que je voudrais vous faire passer, c'est 100 000 unités produites chaque jour travaillées avec le Superspacer. Voilà, je vous remercie de votre attention, merci encore de votre temps. Merci Fabrice pour cette présentation sur les intercalaires, des solutions qui semblent répondre à plusieurs problématiques en termes de performance et de l'esthétique. Nous n'allons pas prendre des questions pour vous. Vous êtes libre d'aller les visiter sur le stand et de poser toutes les questions que vous voulez. Donc nous allons passer à la prochaine intervention qui sera... Donc la dernière intervention de cette session, elle est un peu spéciale, elle est faite par 3 intervenants. Ils vont parler de la synergie mise en place entre les différents acteurs lors de la conception et l'exécution du projet Shake à Lille. Nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous M. Rémi Foulon, directeur de programme chez Nakarat, maître d'ouvrage du projet Shake, Robert-Jan Vincenten, architecte et fondateur du bureau d'études de façade VSA à Lille, et Julien Gravelaine, responsable commercial de 59 PMN, l'entreprise qui a réalisé la façade.
Est-ce que vous avez tous un micro? Non. Est-ce qu'il marche? Oui. Ça marche. Très bien, bonjour. En introduction, c'est vrai que j'ai voulu que cette conférence se fasse avec 3 intervenants plutôt qu'avec un seul. D'abord parce que je pense que dans notre métier, il est très difficile à une personne de donner un aperçu complet d'un ouvrage. On fait des ouvrages qui sont compliqués où il y a plusieurs personnes qui interviennent avec chacune des fonctions. Je trouvais important que notre travail se reflète dans ce dialogue qu'on a avec le maître d'ouvrage, avec l'entreprise, avec l'architecte qui ne peut pas être là aujourd'hui. On pré-réceptionne l'ouvrage aujourd'hui même. Voilà, donc je voudrais laisser la place le premier interlocuteur sur un projet, c'est le maître d'ouvrage. Donc, Monsieur Foulon, à vous. Bonjour à tous. Donc, merci Robert effectivement de laisser la parole au maître d'ouvrage pour la présentation de cette opération. L'architecte n'a pas pu être présent, donc je vais à un moment mettre ma casquette d'architecte, même si je suis ingénieur de formation, donc je vais faire ce que je peux. Donc le projet Shake, c'est un projet qui s'inscrit dans une zone à Lille qui s'appelle Euralille. Je vais faire 20 secondes d'histoire. À Lille, on a eu un maire qui s'appelait Pierre Mauroy, qui a eu la bonne idée au moment où germait l'idée du TGV entre Paris et Londres, de faire en sorte que le TGV s'arrête à Lille. Il s'est battu pour ça, il a réussi à le faire. Et ça a amené à Lille la création d'une grande zone tertiaire qui s'appelle la zone Euralille, qui est en développement depuis le début des années 90. Donc il y a une société publique locale d'aménagement qui s'appelle la SPL Euralille, qui est en charge de l'aménagement de toute la zone et qui est en charge de valoriser les fonciers publics qu'ils ont à travers des concours, des appels d'offres à des équipes promoteurs architectes auxquels on a répondu pour le projet Shake. Je peux passer avec ça. Alors je vais vite fait passer sur les intervenants du projet. Donc sur ce concours-là, on avait répondu avec un investisseur qui est la Caisse d'épargne Hauts-de-France, un investisseur institutionnel. Nous, on est Nacara. Nacara, on appartient au groupe Tisserand, donc on est un promoteur immobilier. Et on a une équipe de maîtrise d'œuvre qui était constituée du cabinet d'architectes Philippe Chiambaretta, PCA Stream, avec quelques bureaux d'études pour l'accompagner, un Gérop, Kefren, VSA pour la partie façade, Green Affair pour la partie environnementale, Barbanel pour les fluides, l'acoustique avec Havel, CSD Face pour toute la partie sécurité incendie, 8-18 pour l'éclairage et architecture et paysage pour tout le volet paysager. Vite fait pour vous donner une idée de la temporalité sur le développement du projet. C'est un projet qui au final dans son développement technique a été assez vite puisque le concours auquel on avait répondu on l'a gagné en février 2017. On s'est vu attribuer le gain à ce moment-là. Tout de suite on s'est mis dans le développement du dossier technique avec tous les bureaux d'études et l'architecte et ça nous a permis de déposer une demande de permis de construire en mars 2018. On l'a obtenu en fin d'année 2018, ce qui nous a permis de lancer le chantier très vite, puisqu'en janvier 2019, on l'a lancé. En termes de livraison, c'est là que ça va se passer maintenant, puisqu'on va le livrer. Il faut savoir que le chantier, il a été, comme beaucoup de chantiers, perturbé par le Covid, et surtout, on s'est vu commander par l'investisseur un bon volet, travaux supplémentaires sur les aménagements intérieurs du siège, puisque la caisse d'épargne va en prendre une partie. Donc ça a aussi accru le délai des travaux. Alors Shake, avant d'être un geste architectural, c'est avant tout une philosophie, je dirais. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on veut toujours tout de suite. C'est une marque de fabrique des temps qu'on vit. L'idée qu'on a dans le projet Shake, c'est de juxtaposer au tertiaire une offre servicielle qui est conséquente, qui permet à tout le monde de trouver sur son lieu de travail ce qui fait sa journée classique. C'est-à-dire que quand on arrive dans un immeuble, quand on commence sa journée, ce qu'on commence par faire, si on en a, c'est aller déposer les enfants à la crèche, aller prendre un café. À midi, on a envie d'aller faire un peu de sport au fitness. Parfois, on a envie d'aller discuter avec les collègues, donc on va prendre un pot dans un restaurant le soir. L'idée de Shake, c'est de mixer toutes ces composantes et de les intégrer dans un seul et même immeuble. D'où le nom du projet, Shake, qui est une contraction de share, le partage, et work, le travail, puisque l'idée finale, c'est de faire partager les gens, de faire échanger les gens. Ça se traduit par 3 tendances fortes. On a tendance à décloisonner vie privée, vie professionnelle. Une deuxième tendance, c'est le passage d'une logique de propriété à une logique d'usage. Les investisseurs y réfléchissent de plus en plus quand ils nous achètent des biens à l'usage qu'ils vont pouvoir en faire.
et à ce que je disais, c'est-à-dire la juxtaposition de services avec le tertiaire, ce qui permet de favoriser les rencontres et les échanges. Alors Robert, il me demandait, quand un investisseur il vous approche sur un tel projet, qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas pu échapper à la rentabilité financière. Vous savez qu'un investisseur, il est là pour gagner de l'argent. Comme le disait M. Keller auparavant, la durabilité, elle est une notion forte. La rentabilité, elle doit s'inscrire dans la durée, ce qui fait que le bien doit inévitablement être durable. L'investisseur, il veut de la flexibilité, ce qui peut se traduire à travers, comme Shake, c'est un ERP global, ce qui permet d'accueillir tout type de cellules. C'est tramer l'immeuble pour qu'il puisse être flexible. Pour que la société est une soupape si jamais elle manque d'espace de bureau. Les investisseurs, ils aiment bien, c'est comme les militaires, ils aiment bien les médailles, ils aiment bien aligner ça parce que dans leur portefeuille d'actifs, il faut que les médailles apparaissent. Donc forcément, c'est du BREEAM, c'est du LEED, des choses comme ça. Il y a une grosse recherche sur le confort d'usage, lumière naturelle, ventilation naturelle, la distribution captue pour pouvoir faire chaud, froid, le confort indépendamment de son voisin. Ces données-là, elles impactent fortement les façades, donc forcément, ça a des conséquences par rapport à la thématique de la conférence. Et forcément des espaces désirables et notamment des extérieurs. Avant, ce n'était pas forcément systématique. Aujourd'hui, les extérieurs deviennent systématiques sur les immeubles de bureaux. Plus qu'un long discours, mieux vaut un bon film. Je vous passe le film qui présente l'opération. Voilà, donc c'est un film qui met vraiment en valeur la mixité programmatique du projet. Sur l'île, c'est rare de trouver des immeubles comme ça. Sur Paris, il y en a probablement plus, mais c'est vraiment très riche. En tant que maître d'ouvrage, on a deux spécificités sur ce genre de projet. Le management de grands projets, qu'on retrouve quand même souvent sur des plus grandes métropoles. Deuxièmement, la maîtrise des usages. Il faut pouvoir fiabiliser la conception quand on a une programmation aussi poussée et fiabiliser le dimensionnement de chaque cellule. C'est ça la complexité. Vite fait, pour vous dire la manière dont la forme du bâtiment est arrivée, et c'est là que je prends la casquette de l'architecte. L'immeuble il s'inscrit dans un site global où on a une densité, une différence d'identité forte entre un parc d'un côté
et un autre côté où on a des flux avec un périphérique, des voies ferrées et des voies moins importantes, mais une vraie différence entre l'intensité de part et d'autre du projet. Donc ça, il a fallu s'y adapter. L'idée de Shake, c'est de créer un objet qui ramène des flux nouveaux, notamment piétonniers, et qui fait que la zone dans laquelle il s'inscrit va vraiment créer un lien, un passage entre un côté du périph' et l'autre côté du périph'. De ce fait-là, l'idée, comme on est en entrée de la zone Euralille, c'était de marquer avec une figure de proue l'entrée dans la zone Euralille à travers un bâtiment qui s'est lancé sur cette figure de proue, sur ce côté périph'. En revanche, à l'arrière, côté parc, l'idée c'était de s'adapter à la densité qui était moins forte, à l'intensité moins forte, en ayant une frontalité plus douce. Pour poursuivre, bien sûr, ensuite il s'agit de se protéger un peu des bruits parce qu'on a un axe trépassant. Donc l'architecte il a souhaité développer sa partie la plus haute du bâtiment, on atteint plus de 56 mètres de ce côté-là. Et de l'autre côté, profiter d'une intensité un peu moins forte pour développer des terrasses et les mettre surtout côté soleil. Ensuite, il s'agissait d'assurer une continuité verte avec le parc qui se trouve à côté. Donc l'architecte a eu pour idée de laisser ouvert un grand parvis au pied du bâtiment et d'assurer cette montée sur le bâtiment et de laisser pénétrer la coulée verte sur le bâtiment. D'où la forme du bâtiment tel qu'il a été dessiné. Voilà, globalement, c'est une forme de bâtiment qui naît de toutes ces contraintes ou opportunités qu'on trouve sur le site. Ça donne ce bâtiment-là avec la proue qui est en entrée d'Euralille. La partie arrière, côté parc, qui est plus douce, plus aérée, et on retrouve la continuité verte entre le parc et le bâtiment. Et les fameuses terrasses, avec une particularité, c'est qu'il a fallu les épurer au maximum des engins techniques. On a l'habitude de retrouver beaucoup de techniques en haut. Là, on en a mis un maximum en bas pour pouvoir proposer des terrasses qui soient le plus végétalisées possible. Voilà un peu ce que ça donne en termes de plan de masse. Voilà. Merci à vous. Je passe la parole au technicien. Oui, technicien, peut-être. Ce bâtiment, en fait, pourquoi le programme est important, c'est que la réponse de la façade qui est arrivée dès le concours, le projet n'a pas changé depuis le concours jusqu'à la fin, c'est de venir avec des brise-soleil verticaux qui vont créer une façade homogène, même s'il y a des programmes différents à l'intérieur, si des parties de bâtiments vivent de manière différente, cette façade va créer quelque chose d'homogène. Autant il y a 10 ans ou 15 ans, on cherchait à marquer des programmes différents avec des façades différentes, autant sur ce bâtiment-là, on va chercher à créer une façade qui est un espèce de dénominateur commun pour toutes les activités qui sont à l'intérieur. Alors, le brise-soleil extérieur est une technique qu'on aime bien. On sent bien aussi qu'il y a une fonction de brise-soleil qui marche bien quand le soleil il est de biais, mais quand le soleil est de face, il ne marche pas. Donc il y a eu une première approche qui a été faite et qui a conduit, à l'époque au niveau du concours c'était Tribu, qui a dit voilà, il y a un risque de surchauffe, il y a un risque de déperdition thermique trop important. Bref, on est passé par toute une série d'exigences en termes de performance qui font que la réponse suivante, comment est-ce qu'on appuie le suivant? Okay. Alors, je passe là. On est arrivé à un système, donc l'extérieur est en bas, c'est des brise-soleil, on met des petits ouvrants entre les deux brise-soleil, c'est pour ça qu'il y en avait deux, avec un piège à son pour qu'avec le bruit on puisse quand même ouvrir la fenêtre. On avait un triple vitrage avec une lame d'air respirante. On était parti pour faire une façade haut de gamme en termes de performance. Quel est le problème? C'est qu'il faut faire des économies. Quand on fait un projet comme ça, c'est un projet qui marche peut-être pour un siège social, ça ne marche pas dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite d'avoir des clients qui peuvent investir autant, mais ce n'est pas raisonnable et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, on nous a demandé un UCW de 1.0 et un SGS, qui est le facteur solaire vitrage plus store de 0,15. Ben, ça coûte cher, mais évidemment le coût d'exploitation est très bon. Vous avez entendu aujourd'hui, il y a quand même des objectifs comme ça. On s'est dit, mais quand même, et si le UCW était un peu moins bon? Si le UCW était de 1,4 et si le SGS il était à 0,20? Rebelote, on fait tout le calcul, les STD sont vraiment utiles pour ça.
eh ben, on s'est rendu compte que l'investissement était réduit et en termes de coût d'exploitation, c'était quasiment pareil. En fait, à force de trop isoler en hiver et à se protéger du soleil en été, finalement, on passe à côté de l'optimum de bilan énergétique quand il passe au travers un vitrage. Donc, 1,4 c'est bien, et si on essaye 1,6 ? Donc aujourd'hui, on est passé à 1,6, on est toujours très bon par rapport à tous les chiffres, mais on est avec un coût d'investissement beaucoup plus bas. On n'est non pas avec un triple vitrage, mais on est avec un double. Alors où est-ce qu'on ça se voit? Bon, ça se voit ici. On est avec un double vitrage, on a des profilés aluminium à rupture de pont thermique. Finalement, on s'est rendu compte que dans ce programme-là, une façade qui était conçue avec des moyens finalement assez simples et assez optimisés pouvait tout à fait faire l'affaire. Et c'est là où je pense qu'un bureau d'études a aussi son rôle à jouer, c'est de challenger un petit peu les informations que nous donnent les bureaux d'études thermiques, pour ne citer qu'eux, pour essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui est vraiment utile. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, c'est une petite histoire courte. Quand on a des brise-soleil extérieurs, on met des pas closes à l'intérieur. Bon, c'est peut-être quelque chose que pour les spécialistes. Si vous avez une fenêtre classique dans un mur maçonné, vous avez des persiennes à l'extérieur, vous avez une fenêtre qui s'ouvre en principe vers l'intérieur, vous avez des pas closes intérieurs. C'est le cas typique de la fenêtre. Et quand vous avez un mur rideau, Choucault, pour ne citer que eux aujourd'hui, vous avez un capot serreur extérieur et 99,9% des murs rideaux ont un vitrage qui est posé par l'extérieur parce que les murs rideaux se posent par l'extérieur. Quand vous avez une façade dont les verres se posent par l'extérieur et que vous avez des brise-soleil à l'extérieur, finalement, vous n'arrivez plus à changer votre vitrage, vous n'arrivez plus à bien le nettoyer. Et on se rend compte que le système du capot serreur extérieur est fondamentalement incompatible avec l'idée de rajouter des brise-soleil extérieurs. Évidemment, Choucault a des réponses à ça, mais c'est des réponses qui, me semble-t-il, sont un tout petit peu borderline. Quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de faire un profilé en T avec des pas closes ici, et là, vous avez le brise-soleil qui se fixe à l'extérieur. Donc la pas close intérieure, finalement, ça marche très bien. Ça, c'est une façade qu'on a faite dans les années 90. À l'époque, en France, ça ne se faisait pas, mais en Italie, tous les gamistes avaient des profilés comme ça marchait tout à fait bien. Donc il y a des histoires culturelles qui sont à relever. Une fois qu'on est là, et on a vu différentes conférences aujourd'hui, pourquoi les façades ont toujours des profilés un peu compliqués? C'est parce qu'il y a des petites histoires, des contraintes qui font que il faut faire ceci ou cela, et il y a des opportunités, on peut faire ceci ou cela. Quand vous avez un brise-soleil et quelque part un espace qui est ici entre les deux, on peut essayer de transformer cet élément-là en structure. Et donc la structure du mur rideau, au lieu d'être à l'intérieur, vous allez la passer à l'extérieur. Il y a Tom Gray qui a parlé de ça aussi à un moment dans sa présentation ce matin. Quand vous avez un brise-soleil qui peut faire fonction à la fois de brise-soleil et de structure, vous arrivez à un schéma comme ça. Ça, c'est un mur rideau qu'on a réalisé aussi à Lille pour un immeuble de bureau. C'est le même que celui-là, sauf qu'il est retourné. On a un capot serreur intérieur, on a le brise-soleil extérieur. Ça, c'est un exemple à Nancy. Et aujourd'hui, le détail qu'on vous montre, c'est un mur rideau, c'est une façade bloc, avec des pas closes intérieures, parce que vous avez les épines à l'extérieur. C'est tout simplement la bonne logique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend pourquoi les choses sont organisées de telle manière, on développe une façade avec des pas closes intérieures. Voilà, ça c'est un exemple de façade. Ça c'est la façade que je vous montrais à Lille. Côté intérieur, c'est tout lisse. Vous avez juste le capot serreur. Ça c'est un autre exemple de brise-soleil, mais c'est toujours la même chose. Ça c'est un projet en Chine. Les brises-soleil font 1,20 m de profondeur. Grand, petit, c'est la même histoire. Brise-soleil extérieur, pas close intérieur. Quand on a fait l'appel d'offres, nous, en tant que bureau d'études, on est connu en fait pour
pour faire une analyse un peu du système. On vérifie les performances, on vérifie les dimensions, mais on n'impose pas de manière très stricte la technique. Et l'appel d'offres ici a montré la pertinence de la démarche. Ça, c'est notre mur rideau, c'est la coupe horizontale, l'intérieur est ici, les brise-soleil sont à l'extérieur. Nous, notre projet, c'était des éléments préfabriqués avec deux brise-soleil verticaux. Mais lors de l'appel d'offres, une entreprise a répondu comme ça, PMN, ils vont vous parler de ça, mais une entreprise qui était un peu plus éloignée, elle a dit, pour moi c'est beaucoup plus intéressant de découper ce module de deux manières différentes, enfin de cette manière-là, en deux modules, et une entreprise qui était encore plus éloignée, elle a dit, je fais une façade toute lisse, et je viens rajouter les brise-soleil. Alors évidemment, toute la logique de la structure qui est dans le brise-soleil marche moins bien, et finalement ça fait une façade qui a été plus chère, l'offre n'a pas été retenue. Ça montre qu'aujourd'hui, quand on lance des consultations, le choix technique du procédé ne relève pas uniquement du souhait du bureau d'études. On définit une direction, elle est faisable, on vérifie toutes les performances, mais il y a toujours une latitude pour une entreprise d'y répondre, et en fonction de l'éloignement, voilà, ça c'est un bon exemple où chaque entreprise, en essayant de faire au mieux, vient avec une réponse technique différente. Et je laisse la parole à l'entreprise justement qui a été choisie. Bonjour. Alors j'ai juste commencé, démarrer par une présentation de l'entreprise PMN pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc PMN, on est façadier, concepteur, fabricant et poseur de menuiserie aluminium. On fait partie d'un groupe qui est Roger Delattre, qui est composé de 8 entreprises. Donc 3 entreprises spécialisées en aluminium qui sont PMN, Roger Delattre et STM. 2 entreprises de charpente métallique qui sont R&D des Moineaux. 2 entreprises de serrurerie métallerie qui sont Eurescal et CMBI. Et une entreprise de fermeture industrielle qui est SBBF. Donc PMN intervient dans tout le Grand Nord de Paris avec une activité 50% dans les Hauts-de-France et 50% dans la région parisienne. Pardon. Donc PMN, c'est entre 20 et 25 millions de chiffres d'affaires. On a notre propre bureau d'études, notre atelier de fabrication interne chez nous à l'Équin et nos équipes de pose. On a les qualifications 37-23, donc technicité supérieure pour les façades rideaux, 35-22, technicité confirmée pour les menuiseries extérieures. Donc ici, un slide avec des photos de quelques références avec nos partenaires, donc VSA, Nacara et Schuco. Donc VSA, Nacara avec lesquels on fait pas mal de chantiers. Et Schuco, c'est plus techniquement, donc on a notre bureau d'études interne chez nous qui est en relation assez régulière avec les études techniques de chez Schuco. Donc présentation technique du chèque. Donc 3 typologies. Alors il n'y en a que 2, mais bon, je vais vous expliquer la 3e. Donc typologie 1, donc c'est la majorité des façades, hein, 12 500 m² de façade, 2500 blocs. Donc c'est la façade cadre qui est sur une base de châssis AWS 75 de chez Schuco, avec des performances thermiques de 1,6 watts par mètre carré Kelvin et 32 à 38 dB. La typologie 2 et 3, c'est beaucoup plus simple. Donc ça concerne les socles et les terrasses, où là on est en façade capot gris, capot serreur, en FW50 de chez Schuco, avec un UW, pareil, même performance thermique que typologie 1. Bon, en fait, au niveau des études, donc tout a été fait en 3 dimensions, du fait de la géométrie particulière du bâtiment. Bon, c'est un peu les mêmes photos, les mêmes images de synthèse que ce qu'a présenté Nacara. Donc je vais passer. Ah bah non, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc là on est sur la place du village. Donc tout a été dessiné en 3 dimensions avec les différentes typologies de façades. Donc tout ça pour la complexité, hein, je vous disais, de la géométrie
et toutes les interfaces qu'il y avait entre les verrières, les blocs et les murs rideaux. Avec ici, donc en partie basse, on appelait ça la jupe, donc la façade qui est écartée par rapport au rez-de-chaussée. Donc on va faire un focus uniquement sur la typologie 1, qui est la majorité du chantier. Donc cette typologie 1, donc 2 types de blocs, une alternance d'ouvrants toute hauteur et de blocs fixes. Donc au niveau des remplissages, donc, nous sommes partis avec Saint-Gobain, avec des performances, transmission lumineuse 60%, facteur solaire 28%, des impostes au pactolé et des brise-soleil, donc 2 brise-soleil par bloc. Donc les contraintes du chantier, donc, elles étaient surtout par rapport au brise-soleil. Du fait du débord de 300 mm du brise-soleil et de la hauteur du bâtiment, on ne pouvait pas fixer les brise-soleil sur les menuiseries directement. Il y aurait eu un effet de torsion dans les profils. De ce fait-là, on est venu créer en partie basse et en partie haute 2 appuis pour pouvoir reprendre l'inertie sur les brise-soleil. Et ces crochets donc, venaient directement se placer sur la dalle. Donc ça, c'est la première contrainte. La seconde, c'était la maintenance sur les brise-soleil. Donc pour répondre à ça, on a choisi la solution, donc, en accord avec les équipes Choucault, de fixer donc, les brise-soleil depuis l'intérieur. Et de ce fait-là, pour remplacer un brise-soleil, il suffisait uniquement de démonter soit l'ouvrant, soit la partie fixe, et on avait accès à la fixation. Troisième contrainte, le transport. Étant donné donc l'encombrement des blocs, nous avons dû concevoir des racks spécifiques pour pouvoir conditionner les stocks à l'horizontale. Donc là, juste deux notes de calcul thermique et statique. Donc en fait, juste pour dire que sur la statique, les brise-soleil participent à l'inertie des blocs. Et la thermique, donc du fait des gros profilés, on avait un UF aux alentours de 3,5. Mais on a réussi quand même à atteindre les 1,6 par rapport au remplissage des vitrages et des panneaux de remplissage. Donc avant le lancement en fabrication, donc 3 étapes. La première étape, le lancement d'un prototype d'aspect afin de définir les teintes anodisées or. Et les deux autres étapes, donc essai AEV et essai de cycle, qui ont été effectués chez Choucault dans leur laboratoire, étant donné la dimension hors abac des ouvrants. Donc atelier de fabrication, donc juste une photo de notre usine pour dire que les 2500 blocs ont été fabriqués chez nous. Donc l'avantage, c'est à la proximité de l'Équin au chantier Lille, on pouvait faire de la livraison à la demande. Étape de fabrication, première étape, donc à la réception des profilés et anodisés, on avait un contrôle des tolérances d'anodisation. Ensuite, donc, des billets usinage des profils de blocs. Pour l'assemblage des blocs, donc on a dû créer des tables tournantes. Pour quelle raison? Parce que la fabrication se faisait en 3 étapes. La première étape, le cadre bloc était mis à plat sur la table. Ensuite, on avait un premier retournement pour la fixation des brise-soleil et un second retournement pour la pose des remplissages et des ouvrants. Donc la logistique, comme on l'a dit tout à l'heure, 4 blocs par rack, 12 blocs par camion, avec une rotation à 2 rotations par jour sur chantier. La pose. Donc initialement, la pose était prévue depuis l'intérieur du bâtiment, par rapport à la hauteur du bâtiment, justement. Étant donné le nombre d'étaiements qu'il y avait pour le béton, on ne pouvait pas travailler de l'intérieur.
De ce fait, donc tout a été posé de l'extérieur avec des grues, des grues sur remorque et au rez-de-chaussée avec des manuscopiques. Et donc ça c'est la fin de pose de bloc. Voilà, je vous remercie. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Un grand merci pour ces présentations, mais c'est aussi pour vous montrer que derrière l'ingénierie qu'on peut mettre en place, derrière les normes, les exigences qu'on peut mettre dans des textes réglementaires, il y a aussi des entreprises qui doivent le construire. C'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Pour nous, c'est très facile de digérer une nouvelle norme thermique, de digérer des questions de bilan carbone. C'est souvent des changements de technologie qui, pour une entreprise, sont beaucoup plus compliqués à digérer et à faire, à mettre leur équipe aux normes par rapport à ça. C'est-à-dire que les objectifs qu'on a aujourd'hui, auxquels on doit faire face, c'est des objectifs de conception, on est bien d'accord, de programmation. Je pense que la programmation est l'élément essentiel. C'est la conception technique que nous, on peut mettre au point en tant que bureau d'études, mais c'est également les entreprises et les fournisseurs qui doivent être capables de faire ce qu'on imagine. Et ce pas-là n'est pas un pas qui est si facile que ça. Et si nous, on est très low-tech par définition, je pense qu'on y est sensible, on essaye d'intégrer ça. Et quand tout à l'heure, Arcora posait la question, qu'est-ce que dans 10 ans ils vont faire, évidemment, ils seront bureau d'études et je pense nous aussi, mais je pense que ce qui va manquer, c'est le temps. On se rend compte que plus on complexifie les choses, plus les temps d'études vont être longs, plus le temps d'optimisation va être long, parce que comme vous l'avez vu, ce n'est pas juste un calcul qui donne un résultat. Donc c'est un travail itératif et chaque fois qu'il y a une nouvelle contrainte, c'est des nouvelles itérations qui vont rallonger les temps. Donc je pense que dans les années qui vont venir, il va y avoir un chamboulement un peu et une redistribution des rôles. Je pense qu'il y aura des raccourcis. Il n'y aura pas juste un programmateur au départ, ensuite un architecte, ensuite un bureau d'études, ensuite une entreprise qui va construire. Je pense qu'il y aura des choses plus raccourcies. Peut-être qu'il y aura des maîtres d'ouvrage qui vont intégrer les équipes d'architectes, par exemple, ça se fait en Chine. Peut-être qu'il y aura des groupements concepteurs, constructeurs avec les entreprises pour préparer des réponses en amont et pour être plus efficaces pour répondre aux demandes. Mais je pense que le vrai enjeu auquel on doit réfléchir n'est pas qu'un enjeu technique, c'est également un enjeu social et comment on organise le travail et les compétences à l'avenir. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup Robert, vous avez tellement bien conclu que il ne me reste rien à dire sur votre intervention. Merci à tous les trois. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette troisième séance. Un grand merci à nos intervenants que je les invite à venir se rapprocher pour avoir si bien exposé le rôle de la façade dans la réduction des consommations énergétiques et dans la ville de demain. Comme on a pu constater, les défis sont multiples, mais les solutions le sont aussi. Des interventions d'aujourd'hui, je retiens 3 mots: anticiper, rénover, innover. Anticiper les besoins, l'évolution de la réglementation, la pénurie des matériaux. Rénover de façon minimaliste, qualitative et intelligente. Innover les techniques, les processus de fabrication et les composants de façade. J'espère que tout ce que nous allons voir et que nous avons vu aujourd'hui nous mettra la puce à l'oreille pour bien réfléchir à notre travail, l'avenir de notre métier et le futur de la façade.